Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a procédé cet après-midi à l'installation de Farid Zindine Benchir au poste de nouveau directeur général de la Sûreté nationale en présence des cadres du ministère de la DGSN. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise liée au coronavirus. On y reviendra en détail dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a procédé cet après-midi à l'installation de Farid Zindine Benchir au poste de nouveau directeur général de la Sûreté nationale en présence des cadres du ministère et de la DGSN. Farid Zindine Benchir a été nommé ce mardi directeur général de la Sûreté nationale en remplacement de Khalifa Ounissi, dont il a été mis fin aux fonctions aux vertus du décret présidentiel du 1er Cha'ban 1442 correspondant au 15 mars de cette année. Alors, il faut rappeler que Farid Zindine Benchir, nouveau directeur général de la Sûreté nationale, est né le 4 février 1964 à Borj Bouaririj. Il fait partie des cadres expérimentés dans le domaine de la police, où il a occupé plusieurs postes. D'abord, son cursus universitaire, il est titulaire d'un doctorat d'État en sciences criminelles à l'Université de Paris 2, Assas, en 1991. Diplômé également d'enseignement approfondi en philosophie du droit, Université Assas 2 également en 1988, ainsi que d'autres diplômes qu'il avait décrochés notamment dans la capitale française, mais également en Hollande. Le nouveau DGSN a occupé plusieurs postes aussi, avec le grade de contrôleur général de police. Il a été notamment inspecteur régional de police de la région centre de Blida, détaché également à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur de France avec l'obtention d'un diplôme en 2014. Il a été également notamment le chef du bureau national Interpol, commissaire principal de 2003 à 2006, et puis détaché également au cours de sa carrière, détaché auprès de l'état-major de la Défense nationale avec la mission de l'élaboration d'un livre blanc sur le terrorisme de 2001 à 2002. On parlera également de ses publications. Le nouveau DGSN avait publié plusieurs ouvrages, notamment 3 livres en criminologie, psychologie criminelle, langue française, édition de l'Artman, édition d'Ahleb, un livre sur le terrorisme en Algérie, intitulé Dialogue entre un terroriste et un imam, édition Casbah, ainsi que d'autres ouvrages qu'il avait également publiés durant sa carrière. À noter également qu'il a reçu aussi un témoignage de reconnaissance du chef d'état-major de l'armée nationale populaire pour un travail utile à la nation en 2001 et des lettres de félicitations du DGSN pour travaux de publication dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À l'issue de la cérémonie de passation de consignes, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de l'Intérieur ainsi que du nouveau DGSN et aussi la déclaration du DGSN qui quitte son poste désormais. Cette installation intervient au moment où l'Algérie connaît une nouvelle relance sur le plan du développement et sur le plan social en vue de poser les fondements d'une nouvelle Algérie sous le commandement du président de la République Abdelmadjid Tebboune en s'appuyant sur des acquis nationaux dont l'histoire de l'Algérie regorge aujourd'hui et qui sont marqués par la détermination des martyrs et des militants algériens, d'autant que nous célébrons ce mois de mars, le mois des martyrs, que Dieu les accueille en son vaste paradis et qui préserve les moudjahidines qui sont encore en vie. Voilà que l'institution algérienne de police, à côté de l'institution de l'armée nationale populaire, prouve à chaque fois son entière disponibilité opérationnelle et son développement en matière d'assurance de l'ordre public grâce à la formation et le professionnalisme de ses éléments sur les plans national et international avec un haut niveau de prévention. La réussite de la lutte contre la pandémie de coronavirus témoigne de la spécialisation de cette institution et de ses éléments dans la sensibilisation, la prévention et dans la lutte. يشرفني من هذا المقام أن أتوجه بكل آيات الشكر
J'exprime mes sincères remerciements et mes sentiments de gratitude au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour la confiance qu'il a placée en ma personne à travers mon installation à la tête de cette institution. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir la chance de gérer les affaires de cette grande institution. Je réitère mes remerciements aux autorités civiles et militaires qui m'ont apporté tout le soutien durant tout mon parcours à la tête de l'institution, notamment au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour la confiance qu'il m'avait accordée et qui m'a permis d'assumer au mieux mes responsabilités. Je présente également mes remerciements au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire pour l'aide qu'il m'a accordée pendant toute la période que j'ai passée à la tête de la Direction générale de la Sûreté nationale. Je réitère mes félicitations à mon confrère Farid Zindine Benchir en lui souhaitant beaucoup de succès et de porter cette institution au plus haut niveau pour garantir la sécurité et la stabilité. Je réitère mes vœux de succès et de prospérité à l'ensemble des éléments de la Sûreté nationale. Dans l'activité parlementaire, au Conseil de la Nation, une journée d'études sur la finance islamique a été organisée aujourd'hui, journée durant laquelle le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ramallah, avait indiqué que son instance avait soumis des propositions d'amendement de certaines lois, dont le Code du commerce, pour permettre l'utilisation des soukouks dans les différentes transactions et relancer ainsi l'économie nationale. Camélia Bellana. 133 guichets réservés au système de financement islamique sont répartis sur tout le territoire national. La finance islamique était au cœur d'une journée parlementaire. Selon le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, la finance islamique est avant tout une exigence sociale avant d'être une exigence économique. Une grande quantité de capitaux circulent en dehors des cadres financiers légaux. À cet égard, 600 milliards de dinars ont été échangés sur le marché noir en 2020. Lors de cette rencontre, le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ramallah, s'est félicité de l'accueil réservé par les citoyens à la volonté de l'État de développer les transactions bancaires islamiques au niveau des banques publiques et privées. Ce système de financement islamique a connu un engouement auprès des citoyens et des opérateurs économiques. C'est un nouveau système dans la nouvelle Algérie, mais nous pouvons évaluer son impact. Le Takaful est la création d'un véritable marché financier qui est nécessaire pour la réussite de la finance islamique. Le ministre du Commerce, Kamal El-Zik, poursuit dans son intervention que le financement islamique n'est pas un financement alternatif, mais il doit accompagner le financement conventionnel pour contribuer à la relance de l'économie nationale. En application des instructions du président de la République, Abdelmejid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire, le Premier ministre Abdelaziz Jarad a décidé des mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Alors, il y a bien sûr le confinement partiel à domicile qui est reconduit pour une durée de 15 jours pour la mesure qui concerne de 22 h donc jusqu'au lendemain 5 h du matin. Et cela concerne encore 16 wilayas à travers le pays. Les wilayas sont Adrar, Batna, Biskra, Blida, Tebessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sidi Blabès, Constantine, Mascara, Ouergla, Oran, El Oued et enfin Tougourta. La période de révision exceptionnelle des listes électorales, dont la durée est de 8 jours, débute aujourd'hui, en vue des législatives prochaines du 12 juin. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de l'autorité nationale indépendante des élections. Alors les citoyens et les citoyennes peuvent s'inscrire via une plateforme électronique de l'ANI, dont l'adresse vous est proposée sur votre écran.
Donc les www.service.ina.election.dz/register. On parle également ce soir de tourisme, qui en a pâti avec cette pandémie du coronavirus au niveau mondial, mais a permis par contre de relancer le tourisme local. El Milia se dote de son tout premier complexe touristique et d'un aquapark, une infrastructure qui permettra de faire connaître les potentialités touristiques et d'autres régions de Jijel. Donc le reportage de Saïda Mayouf. Réceptionnée en 2019, cette réalisation dans le secteur de l'hôtellerie urbaine est la première du genre dans la commune d'El Milia à Jijel. Réalisée dans le cadre d'un investissement privé, le coût du projet est de l'ordre de 32 milliards de centimes. Le financement à 100% de nos moyens. On n'a pas eu recours au crédit bancaire. Alhamdoulilah. Le nombre de postes d'emploi? Le nombre de postes permanents, il est à 22 personnes. Et les vacataires, de 20. Toutes les commodités nécessaires à la quiétude et au confort d'une clientèle de plus en plus exigeante sont réunies dans ce complexe touristique avec un intérieur et un extérieur savamment agencés, en plus d'une aire de détente. Ce mini-complexe se compose de 42 chambres, un parc aquatique, un spa, un terrain multidisciplinaire, une salle de sport et un terrain matinco. L'idée est venue et germée. On a vu à l'étranger des hôtels. On a dit pourquoi pas, on peut faire mieux en Algérie puisqu'on a tous les atouts nécessaires. On avait les moyens d'investir à l'étranger, mais nous, on a préféré investir à El Milia spécialement et en Algérie. Dès son ouverture, cette structure hôtelière a drainé un nombre important de touristes. La saison passée, même malgré la pandémie, nous ont autorisé à partir du 15 août. On a très bien travaillé, le mois d'août, le mois de septembre, on a très bien travaillé avec les nationaux. Ils sont venus de partout, de l'extrême sud, de l'extrême ouest, l'est, un peu partout. Ce projet est de nature à donner un nouveau souffle au parc hôtelier de la Wilaya et de répondre aux besoins importants du secteur du tourisme. L'investissement touristique privé est d'un apport considérable au secteur. La capacité d'accueil actuelle est de l'ordre de 5258 lits, à laquelle vont s'ajouter 587 lits, générés par 4 nouveaux projets privés de résidences et villages touristiques. Avec cette nouvelle structure, le carré bleu de 3 étoiles, ce sont 58 lits en plus, outre différents services de haute qualité. Jijel, et grâce à cet investissement, le carré bleu affiche une dynamique de développement dans l'investissement touristique afin de consolider ses infrastructures d'accueil. On vous raconte l'histoire à présent d'un couple de jeunes pharmaciens et d'une polytechnicienne qui ont décidé de tout lâcher pour investir dans l'agriculture bio à Mhalma, à Alger. La découverte de l'utilisation abusive des pesticides et leur impact néfaste sur le sol leur a fait prendre conscience de l'utilité de revenir à une alimentation plus saine, plus bio. Le reportage de Mariam Damissa. Anis, docteur en pharmacie, et son épouse Hanifa, ingénieure polytechnicienne, ont décidé de tout quitter pour se lancer dans l'aventure d'une ferme agricole biologique. Un projet commun qui les a réunis pour donner naissance à Djilinet Lalla Aziza. Au départ, on était tous les deux fans d'un dessin animé, c'est Jack le roi de la citrouille. Et quand on s'est rencontrés, on l'a revu ensemble et on se donnait ce surnom-là, justement les surnoms des personnages de cette histoire, Sally et Jack. Et quand on a vu le terrain la première fois, on s'est dit waouh, on pourrait avoir une colline de citrouilles comme dans notre dessin animé préféré. Et voilà, on a commencé à faire des semis, à s'occuper des plants et tout. Pour en arriver là, on espère avoir la récolte. Je suis docteur en pharmacie. En 5e année, on a un module qui s'appelle toxicologie. Durant ce module, on étudie un cours sur les pesticides. Les différents types de pesticides, les organochlorés, les organophosphorés.
Et là, j'apprends qu'il y a certains types de pesticides qui restent dans le sol très très longtemps. On appelle ça des pesticides rémanents. Donc là, je me suis dit, je pense que cette course effrénée vers la surproduction, etc., va finir par tuer la terre fertile. Justement, c'est un bien précieux. Et c'est à partir du modèle d'agriculture japonaise que ce jeune couple s'est inspiré. La permaculture permet de recréer un écosystème afin que la nature reprenne ses droits. Quelque chose d'assez particulier, c'est une forêt comestible. La forêt comestible, c'est un concept qui a été développé par un japonais qui s'appelle Fukuyaka et qui prône une forme d'agriculture qui est très respectueuse de la nature. Donc on donne à la terre ce qu'on en prend et qui prône une culture variée. Donc comme vous avez vu, on a un peu de fèves vers là-bas, on a un peu de courgettes, on a quelques fraises ici, on a des citrouilles vers là-bas. Donc c'est très varié. Donc c'est une sorte de forêt comestible. Les propriétaires de Djininet Lalla Aziza invitent tous les jardiniers amateurs à apprendre à travailler la terre avec eux en mettant à leur disposition 120 parcelles. On veut faire quelque chose qui est très tendance dans les pays occidentaux qui s'appelle le woofing. Donc le woofing, c'est quoi? C'est accueillir des gens pour des stages ici. Ils vont nous aider, c'est du bénévolat à l'agriculture. Il se trouve que là, en voyant la page Ensem et Ensem, on a eu un engouement vraiment incroyable. On est sur un nuage et puis il y a beaucoup de personnes qui voulaient venir. Donc on s'est dit, allez tiens, on va faire un événement. Ça tombe bien, c'est le début du printemps. Donc voilà, donc le samedi 20 mars, ici même, on va accueillir les gens pour une sorte de kermesse. C'est ainsi que le rêve est devenu une réalité pour ce jeune couple. À partir d'un dessin animé, ils se sont lancés dans une nouvelle expérience, comme quoi tout est possible. Dans l'actualité également, à Bouira, le général-major Ali Sidati, commandant de la première région militaire, a procédé à la baptisation du secteur militaire de Bouira au nom du shahid Hamdawi Hamidou, en présence de la famille du shahid. Cette cérémonie était l'occasion d'honorer la famille du shahid. Et puis au niveau du 135e régiment d'artillerie longue portée, le général-major Ali Sidati, commandant de la première région militaire, a procédé également à la baptisation au nom du shahid Amari Mohamed, connu sous le nom de Ben Gattaf. La cérémonie de baptisation était aussi l'occasion d'honorer la famille du shahid également aujourd'hui. L'actualité à l'étranger, résumée en bref ce soir par Naïma Chakchak. Au Yémen, embourbé depuis 6 années dans une guerre fratricide, le mouvement des Houthis qualifiait hier de positif les propos du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sur le soutien des États-Unis à un Yémen libre de toute influence étrangère. Ce mouvement ajoute tout de même que ces déclarations du diplomate américain devraient être suivies d'actions très attendues pour ramener le Yémen à la paix. Au pays du Nil Blanc, le Soudan, la paix et la coopération vont bon train entre le Soudan du Nord et la République du Sud-Soudan. Lors d'une rencontre hier à Khartoum entre le président du Conseil de souveraineté transitoire, le général d'armée Abdel Fattah al-Burhan et le vice-président de la République du Soudan Sud, Hossein Abdelbaki, les deux responsables évoquaient la solidité et la pérennité des relations entre les deux pays. Le rôle joué par le Soudan Sud dans la concrétisation de la stabilité par des négociations entre le gouvernement et les mouvements de lutte armée qui a conduit à l'accord de paix de Djouba, capitale du Soudan Sud, est grandement méritoire pour ce pays, insistait Abdel Fattah al-Burhan. En Éthiopie, dans la région du Tigré, au nord-est du pays, les habitants continuent de souffrir des violences de la guerre qui s'intensifie et qui se concentre sur les civils. Le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, a proclamé le 28 novembre dernier la fin des combats et affirmé que la vie reprenait son cours au Tigré. Mais le conflit a peu à peu défiguré la ville de Oukro, localité autrefois animée, connue pour son patrimoine religieux et archéologique. Revenons en Algérie pour aller en immersion dans les zones humides d'El-Kannar à Djidjel. L'heure est au comptage hivernal avec 36 espèces d'oiseaux nicheurs recensés dans ce milieu de toute beauté. Le reportage sur place est signé Saïda Mayouf.
La zone humide d'El Qannar, une étendue de 36 hectares représentant une mosaïque de la biodiversité à ciel ouvert. Une nature immaculée d'un intérêt écologique certain, d'où son inscription sur la liste des nouvelles zones humides nationales proposées au classement Ramsar. Ce site, le site du marais d'El Qannar, est l'un qui existe parmi d'autres sur le territoire de la wilaya de Jijel, car elle comprend un peu plus de 30 zones humides. Parmi elles, on trouve aussi la zone humide classée à l'échelle internationale, qui est la zone humide de Bni Bel'id, classée au site Ramsar. Ce site aussi a été proposé parce qu'il répond au troisième critère, qui est l'importance de l'existence de certaines plantes. En plus, son intérêt économique et écologique, ce site a un intérêt scientifique pour les chercheurs et les universitaires, les ornithologues et même pour les photographes animaliers. Parce que c'est un laboratoire à ciel ouvert et naturel. Ce marais, aux vues imprenables, entouré de végétation lacustre, est caractérisé par une flore exceptionnelle. La zone humide d'El Qannar, appelée communément marais d'El Qannar, est connue sous un autre nom qui est Gdir el-Kebch. Elle est située sur le territoire de la commune d'El Qannar Nouchfi. Elle se trouve à environ 18 km du chef-lieu de la wilaya de Jijel. Comme vous voyez, c'est un site touristique très formidable. Il abrite une avifaune ainsi qu'une flore très variée, d'origine biogéographique différente. Elle est caractérisée surtout par les deux plantes hydromorphes qui sont la tifa et le nénuphar. C'est des plantes, comme vous savez, qui vivent les pieds dans l'eau. Comme l'avifaune est légion par ces milieux lacustres, la conservation des forêts soutenue par les services du parc national de Taza ont procédé récemment au comptage hivernal des oiseaux migrateurs venant s'ajouter à celui des oiseaux nicheurs. On fait deux opérations de recensement. Le recensement hivernal, ce qui concerne les oiseaux migrateurs, où on a recensé plus de 35 espèces au niveau de ce site, tels que l'ibis fascinal, les ronds-cendrés, le grand cormoran ainsi que d'autres canards, dont une grande majorité sont espèces protégées en Algérie ainsi qu'à l'échelle internationale par des accords ratifiés. La deuxième opération, c'est le recensement des oiseaux nicheurs où on comptabilise une vingtaine d'espèces ici et qui nichent chaque année. Ce site naturel, avec sa richesse faunistique et floristique, jouit d'un grand potentiel pour le développement du tourisme de découverte de la nature. La zone humide d'El Qannar abritant une grande population d'oiseaux migrateurs et nicheurs, mais également d'importantes espèces végétales, hydrophiles et aquatiques, le tout contribuant à la perfection au maintien d'un équilibre biologique de ces milieux naturels. Le sport football pour clore ce journal. Le CR Belouizdad a décroché cet après-midi à Omdurman au Soudan le résultat nul, 0-0 face au club d'El Hilal pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Un nul qui est synonyme d'espoir à 2 journées de la fin, car il permet au Shabab de garder toutes ses chances de qualification pour le prochain tour. L'autre représentant algérien dans cette compétition, le Mouloudia d'Alger, accueille ce soir au stade du 5 juillet les Sénégalais de Tonguet FC. C'est un match que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne terrestre à partir de 20h. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée, à demain.